Bonjour à toutes et tous, bonjour au public, bonjour à nos invités. Je voudrais dans un premier temps remercier chaleureusement Alban de Chatelus et Solène Souriau qui sont à l'initiative de cette rencontre et qui nous ont donc tous réunis aujourd'hui. Nous sommes là pour discuter donc pendant une bonne heure du Palais Garnier en sa qualité de lieu de création. Alors comme vous le voyez, la formule est interrogative. Donc, ce qui va nous permettre, je l'espère, de débattre et de considérer ce sujet-là de différentes façons. Donc, je vais donner aujourd'hui la parole à Monsieur Alexander Neff, directeur général de l'Opéra national de Paris. Également à Madame Martine Kahn. Donc, vous êtes conservatrice générale des bibliothèques et avez été directrice du Centre national du costume de scène à Moulins. Et avant cela, pendant plus de 30 ans, vous avez participé à la constitution de la mémoire de l'Opéra de Paris en tant que directrice de la bibliothèque-musée de l'Opéra, qui est une antenne de la Bibliothèque nationale de France, et aussi en tant que créatrice du service culturel de l'Opéra de Paris, qui est aujourd'hui, qui est l'équivalent de la dramaturgie, je ne pense pas me tromper. Vous êtes à l'origine d'une vingtaine d'expositions et autant de publications sur l'architecture de Charles Garnier, les ateliers de costumes, le ballet de l'opéra, les ballets russes de Diaghilev, qui vous ont intéressé de façon très précise. Et vous avez récemment donc publié aux éditions Classique Garnier une étude sur le roman de Gaston Leroux, Enquête sur le fantôme de l'opéra. Mariam Clément, vous êtes metteuse en scène d'opéra. Le public de l'Opéra de Paris vous connaît peut-être pour vos créations, vos productions d'Hansel et Gretel, d'Humperdinck, ici, au Palais Garnier, et aussi pour une production de Cendrillon de Massenet. Vous avez créé dans le monde entier, à Athènes, Tel Aviv, Santiago du Chili, Séville, Nuremberg, à Strasbourg, à l'Opéra du Rhin, une maison avec laquelle vous avez créé La Belle Hélène, Werther, Platée, Le Chevalier à la Rose, La Callisto, et un ouvrage rare de Richard Wagner, La Défense d'Aimé. Vous avez également créé un certain nombre de productions au festival de Glyndebourne, Don Pasquale, Poliuto, Le Turc en Italie, Don Giovanni, Les Noces de Figaro. Vous avez également créé à Londres, Dresde, Bregenz et Berlin. Au Théâtre du Capitole de Toulouse, vous avez mis en scène le premier opéra de Philippe Hurel en 2014, Les Pigeons d'Argile. Et dernièrement, donc, vous venez d'achever une trilogie au Grand Théâtre de Genève, une trilogie Donizetti. Jean-Christophe Branger, vous êtes professeur de musicologie à l'Université Lyon Lumière 2. Vous travaillez essentiellement sur la vie et la création musicale en France sous la Troisième République, avec donc une attention particulière accordée au théâtre lyrique. Vous êtes l'auteur de plusieurs monographies ou articles, notamment pour les publications de l'Opéra de Paris. Et vous avez donc récemment consacré une étude biographique à Jules Massenet, dont vous êtes un des grands spécialistes, qui s'intitule donc Jules Massenet, une vie au service du théâtre, publié chez Fayard en 1924 et qui a reçu le prix du meilleur livre sur la musique de l'année 23-24 par le syndicat de la critique, et également le Grand Prix France Musique Claude Samuel en 2025. Et enfin, Luca Francesconi. Vous êtes compositeur, donc vous avez développé une esthétique
très, très originales, des plus singulières, influencées par Stockhausen, Berio, Boulez, d'autres artistes tels que Jimi Hendrix, Franz Zappa, Miles Davis, ou encore les polyphonies africaines. Dans le domaine instrumental, vous avez donc expérimenté à la fois dans le domaine de la musique de chambre, musique électronique, multimédia et musique symphonique. Et vous êtes notamment auteur des opéras quartet créés en 2011 à la Scala de Milan et Trompe la mort, créé ici même en 2017 donc au Palais Garnier et dont nous parlerons bien évidemment aujourd'hui. Pour commencer, Alexander, je souhaiterais vous interroger sur cette terminologie de création. C'est un mot qui, dans notre milieu, peut être amené à désigner différentes choses. On parle parfois de création, de nouvelles productions. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'on entend par création et peut-être particulièrement ici? Je vais commencer avec une réponse administrative. Ça fait partie des missions statutaires de l'Opéra de Paris, de créer. Après, que c'est dans le décret, fait pas concret. Du coup, il faut véritablement créer. C'est notre métier. Le métier, c'est de mettre sur scène des opéras et des ballets, de les créer, de les recréer. Il y a ce terme en langue française qui n'existait dans aucune autre langue, je crois, du spectacle vivant, qui pour moi est très central dans ma réflexion sur la programmation, parce qu'en fait, nous sommes ni bibliothèque, ni musée, ni école. On est là pour donner les œuvres sur scène. Il y a une très grande différence entre ces deux-là, de préserver les œuvres de façon conservatoire, si je peux dire, et de les mettre sur scène, parce que l'acte de mettre sur scène une œuvre, ça nécessite déjà des artistes d'aujourd'hui. On ne vit pas dans le passé. On est obligé de réaliser avec des artistes d'aujourd'hui des œuvres qu'on peut créer, en fait, qui sont des créations mondiales, mais aussi des œuvres, Les Noces de Figaro, Hansel und Gretel, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, des 400 ans de répertoire dont nous disposons dans le genre lyrique, mais l'acte de les donner aujourd'hui nécessite des artistes d'aujourd'hui et également un public d'aujourd'hui. Du coup, il y a il y a un aspect contemporain dans tout ça qui m'intéresse beaucoup. Et même si pour les œuvres des répertoires, on est plus dans la recréation que dans la création, il y a quand même un acte fort d'arrêter énormément de décisions pour que ce spectacle puisse avoir lieu. Et ensuite, évidemment, on vit aujourd'hui dans une réalité de programmation où la plupart des œuvres ne sont pas des créations. On n'est plus dans une logique, disons, handelienne, par exemple, où le public était très, très habitué à toujours voir de nouvelles pièces. Et si la pièce n'avait pas de succès, on l'a donnée 2-3 fois. Après, c'était retiré de l'affiche. Et on crée quelque chose d'autre. Et déjà, l'internationalisation du marché d'artistes ne nous permet plus de prolonger ou raccourcir des séries comme on veut, ou parce qu'on n'a plus de troupe avec laquelle on peut distribuer tous les rôles. Mais on se situe un peu dans ce périmètre-là. Il y a aussi un aspect qu'on va peut-être brièvement évoquer, il y a une certaine peur aujourd'hui du public des créations, parce que le public en fait n'a plus l'habitude de voir des nouvelles pièces, ils ont plutôt l'habitude de voir des pièces qu'ils connaissent déjà, peut-être dans d'autres mises en scène. Et ce qui nous intéresse beaucoup ici, aujourd'hui, c'est aussi de réfléchir à comment on peut recréer une envie de nouvelles pièces. Je pense que le public chorégraphique a beaucoup plus cette habitude de voir un nouveau ballet que le public du lyrique. Et chaque commande aujourd'hui, en fait, il y a un problème monumental pour un compositeur d'aujourd'hui, parce qu'il va se trouver en compétition avec les chefs-d'œuvre de 400 ans d'opéra.
Du coup, vous êtes compositeur, l'Opéra de Paris vous passe commande, et par hasard, votre commande, c'est genre entre Don Giovanni et Tristan. Bonne chance. Parce qu'aujourd'hui, puisqu'on a accès très facile à des œuvres du passé, une programmation, c'est essentiellement les chefs-d'œuvre de 400 ans de répertoire lyrique. Et du coup, de s'inscrire en tant que compositeur, créateur en contemporain, ce n'est pas chose facile. Je pense que des fois, c'est aussi des attentes peut-être un peu démesurées par rapport à la création. Pas chaque création peut être un chef-d'œuvre, mais c'est pas ça le propos non plus. Je pense que l'envie ou le besoin de créer et d'enrichir le répertoire, c'est ça qui nous intéresse et qui nous anime. Et alors, est-ce que dans cette compétition, la programmation d'une œuvre au Palais Garnier peut être en coup de pouce pour le compositeur? Comment s'opère votre choix dans le cadre donc, du programmation entre Bastille et Garnier? On en a parlé hier avec Luca. Aujourd'hui, je sens que le champ des possibilités esthétiques dans la création contemporaine est beaucoup, beaucoup plus vaste qu'il y a 20 ans. Par exemple, les créateurs ont beaucoup plus de liberté par rapport au choix de tonalité à tonalité, une narration linéaire ou pas. Des choses qui étaient à un moment conspuées aujourd'hui sont redevenues possibles. Et c'est bien que ça bouge ainsi ou que ça puisse exister en parallèle. J'ai un souvenir quand j'ai travaillé ici il y a 20 ans. Il y avait toute une génération de compositeurs qui ne voulaient plus écrire des opéras pour des espaces conventionnels. Et après, on leur faisait la visite du Palais Garnier. Et pendant la visite, ils parlaient, comme ils voulaient vraiment plus écrire des opéras pour des espaces conventionnels. Et à la fin de la visite, ils disaient, oui, mais je ne veux toujours pas écrire un opéra pour un espace conventionnel, mais pour ici, je pourrais peut-être faire une exception. Et je pense que ça raconte un peu l'histoire de ce bâtiment. Alors justement, Luca, donc je vais vous demander, avez-vous aussi eu ce sentiment quand Stéphane Lissner, donc le prédécesseur d'Alexandre Neff, vous a commandé Trompe la mort? Est-ce qu'il était évident que l'œuvre serait donnée ici? Et est-ce que le lieu a été une source d'inspiration pour votre opéra? En fait, il n'y avait pas. J'étais complètement libre. Et il m'a dit, Bastille ou Garnier, c'est à toi de décider. Et moi, je suis parti direct Garnier. Et pas seulement parce que c'est extraordinaire, c'est une inspiration extraordinaire, mais aussi, c'est lié à l'histoire de Balzac, pas directement parce qu'on sait bien que le théâtre qui ouvre qui est présent dans plusieurs œuvres de Balzac, c'était pas exactement ça, parce que c'était la salle Pelletier qui était brûlée à un moment donné, pendant déjà la construction de ce théâtre. Alors, pardon, je vous interromps. Est-ce que peut-être pour le public qui n'a pas vu Trompe la mort, oui. Est-ce que vous pourriez donc situer l'œuvre dont vous êtes compositeur et librettiste? Oui, j'ai trouvé cette solution d'écrire moi-même le livret parce que c'est déjà très difficile normalement et on ne veut pas se bagarrer avec un poète pour faire le librettiste en plus de difficultés. Donc, à un moment donné, j'ai décidé que je me veux confronter avec des grands auteurs, des grands écrivains et trouver la dramaturgie moi-même dans leurs textes. Donc, c'était le cas de Balzac et je le fais aussi avec des autres. Je suis en train de le faire avec Shakespeare, je le fais avec Coleridge et plusieurs d'autres. Donc, c'était un choix lié à l'histoire. Donc, la différence avec la compétition avec les maîtres, c'est qu'il y avait une homogénéité de langage à l'époque, qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Donc, je ne veux pas me mettre en compétition avec Mozart, mais à l'époque, il y avait un langage, une langue qui était quand même plus facile à utiliser. Et puis, parce qu'il n'y avait qu'une langue. Donc là, on a ce problème de l'histoire qui s'est très, très lourd sur notre épaule. Et donc, le défi
quand on se confronte avec un lieu comme ça, c'est énorme. Comme la Scala, justement. Et donc, il y a une espèce de bataille avec le lieu qui déjà signifie par soi-même. Donc, il a un poids sémantique énorme et il faut se battre presque contre. Mais ici, c'est tellement fort, c'est plus fort que la Scala, même parce que je l'avais lié idéalement, si vous voulez, avec Balzac. Pendant 3 ans, j'étais complètement dans le 19e avec lui. J'ai lu presque tout. Ben non, c'est impossible de lire tout de Balzac, mais quand même, la plupart. Et le livret, je l'ai tiré depuis Illusion perdue, surtout Illusion perdue et Splendeur et misère et courtisan. Et donc, il y a des scènes évidentes du théâtre qui sont dans un théâtre que j'ai imaginé c'était ça, mais évidemment c'était le Pelletier. Mais la force, c'était une inspiration, la force sémantique quand je compose. Donc c'est l'histoire, je dois dire 2 mots sur l'histoire de l'opéra. Il y a un caractère dans Balzac qui je pense que c'est le plus génial, le plus oui, le plus fort, qui est Vautrin. Vautrin, c'est un voyou, évidemment, il est un forçat, mais il a une force incroyable. Donc, il s'appelle Tremplament parce que c'est un des beaucoup nicknames qu'il a. Et dans ces cas-là, il est même habillé comme un abbé, qui s'appelle justement Carlos Herrera. Et donc, tout est lié. Ça fait partie, l'opéra, d'une trilogie, justement, de désenchantement. Et dans ces cas-là, c'est un jeu de pouvoir. Je commençais le premier, c'était justement commandé par la Scala, et c'est le quartet de Heine Müller, dont la violence, le détachement de l'homme occidental par rapport à la nature, c'est mis en scène dans un couple. Et dans Trempe-la-Mort, c'est dans la société, donc il y a 3-4 niveaux. Il y a un niveau superficiel de la société, comme on la voit. Après, il y a un deuxième qui est les machinations derrière, quelqu'un qui tire les fils. Il y a un troisième qui, Balzac même, décrit, évidemment, il parlait d'un théâtre qui était avant ce théâtre, le troisième sous-sol, il appelle ça, avec des diables bleus qui tirent des fils de machines sous les planches de la scène. Donc moi, j'étais absolument inspiré par ça. Et il y a aussi un trailer où on voit moi qui marche dans le sous-sol de Garnier. Il y a des machines sous les planches qui sont incroyables, énormes. Les cabestans, oui. Alors, je propose qu'on regarde un extrait de Trompe-la-Mort et vous pourrez y revenir ensuite, nous en dire plus sur cette création.
punition. Par cette ligne, le diable a continué de souffler le feu. Parmi les démons de cette filiation, il s'en trouve de terribles à organisation vaste et qui ressemblent aux fièvres animaux du désert. C'est la plante vénéneuse aux riches couleurs qui fascine les enfants. Toi, tu m'as fait vivre de cette vie gigantesque. Pour la donner au coulant de ma cravate. Ne regrettez pas, mon mépris pour vous était égal à mon admiration. Voilà donc extrait avec Cyril Dubois, interprétant le rôle de Lucien. On a également une photo de la mise en scène sur laquelle on peut peut-être s'appuyer. Voilà. Donc vous parliez de la sémantique du lieu. Est-ce que vous pourriez développer, s'il vous plaît, un petit peu le travail qu'avait fait Guy Cassirs, qui était à l'origine, qui était à la mise en scène à ce moment-là et qui, du coup, évidemment, avait intégré le Palais Garnier, son architecture, dans sa production. Justement, je parlais avec Guy Cassirs, qui est le metteur en scène, qui a fait un travail magnifique sur cet opéra, vraiment incroyable. Et je vais lui parler du fait que je ne pouvais pas me mettre en compétition avec un lieu comme ça, mais je voulais englober dans l'idée même de l'opéra. Et c'est ça que j'essaye de faire. Donc, de l'utiliser comme une partie même de l'opéra. Il m'a pris, effectivement, littéralement, parce qu'il a utilisé ce panneau avec son de reproduction digitale de tous les détails à l'intérieur, même du sous-sol, le troisième sous-sol avec les diables bleus, mais aussi des escaliers de l'extérieur. Et il a construit avec des tableaux comme une espèce de colonne là. C'est tout fait avec des photos digitalisées, mais de Palais Garnier, mais utilisées de façon extrêmement intelligente et en suivant la dramaturgie de façon extraordinaire. Et dès que c'est assez complexe, parce qu'on a 3-4 niveaux justement musical, où la musique change selon le niveau correspondant, il avait justement un problème, justement pour parler de création. C'est quelque chose de fait vraiment très pratiquement entre des gens qui sont en train de travailler, d'inventer quelque chose qui n'existe pas avant. Donc, toutes les relations entre les différents composants sont très importantes. Et donc, il était tellement préoccupé de créer une homogénéité, une cohérence, qu'il a presque caché les niveaux. Parce que c'était tellement fluent, tellement fluide, tout, que c'était même trop cohérent. Et c'est son mérite, évidemment. Mais voilà, ce sont les types de problèmes qu'on est en train de... Mais la solution, c'était super brillant. Alors, Mariam Clément, vous êtes avec nous aujourd'hui,
puisque sans rien dévoiler, mais il se trouve que vous travaillez sur une création donc commandée par Alexander Neff, création qui sera annoncée lors du lancement de saison au printemps prochain. Est-ce que vous, pour rebondir un peu sur ce que disait Lucas, cette idée de work in progress, que tout est à inventer, comment se passent actuellement les choses pour vous dans la collaboration avec le compositeur que vous a accompagné? Alors, je marche un peu sur des œufs parce que je ne dois pas divulgacher. Je dois en parler sans en parler, c'est ma consigne. D'abord, j'aimerais revenir sur ce que disait Alexander, sur le fait que quand on fait une création, enfin toute nouvelle production est une création d'une certaine manière, mais enfin il y a quand même ce sens particulier de la création de la nouvelle œuvre qui n'a jamais été jouée auparavant, qui est commandée pour cette occasion, ce qui est le cas de l'œuvre sur laquelle on est en train de travailler. Et parler de cette pression. C'est vrai que quand on a l'impression que comme on est en concurrence avec 400 ans de répertoire, chaque nouvelle œuvre qui est créée se doit d'être un chef-d'œuvre. Or, je pense que c'est pas du tout un bon point de départ. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que d'un côté, oui, je pense que quand on crée quelque chose, enfin là, je parle surtout pour le compositeur et le librettiste, mais même quand on est impliqué comme ça dès le début, on a envie que ça soit quelque chose de magnifique, d'exceptionnel, de réussi, voilà, une grande œuvre. Mais le chef-d'œuvre, c'est encore autre chose. C'est-à-dire le chef-d'œuvre qui a sa place dans la postérité, etc. Et je pense qu'il y a aussi un droit à la création libre de cette pression-là, parce que toutes ces œuvres qui forment notre panthéon actuel, elles ont été créées d'une certaine manière plus librement, enfin pas avec cette pression de attention, c'est la création de la saison, il faut que cette œuvre devienne immortelle. Enfin, je pense que pour parler pour parler d'un autre concept dont on a parlé, qui est le spectacle vivant, il faut que ça vive, c'est-à-dire il faut un écosystème, il faut le droit à la médiocrité. Nous n'allons pas produire quelque chose de médiocre. Mais je pense que c'est très important, c'est-à-dire que sinon on est dans quelque chose qui est figé. Or, quand ça vit, ça vit, et il faut voir ce que ça va donner. D'abord, je pense que c'est vraiment très important, enfin, c'est pas pour me dédouaner, ni dédouaner mes collègues, mais... alors, quant au processus, pour la metteuse en scène que je suis, c'est très inhabituel, évidemment, de travailler avec... un compositeur, une compositrice, voilà, des créateurs, voilà, partitions et livrets, qui sont vivants. Ça m'arrive, j'ai rarement ce privilège, puisque je le dis toujours en forme de boutade. Justement, c'est généralement, je travaille avec des morts, et c'est quand même bien plus agréable de travailler avec des vivants et de pouvoir les appeler au téléphone, prendre des cafés avec eux et les rencontrer pendant le processus de création. Alors, c'est un peu paradoxal parce que c'est assez merveilleux d'être impliqué dès le début, puisqu'on peut vraiment faire un travail effectivement organique, peut-être trop organique, alors je ne sais pas. C'est mieux que le contraire, exactement. Et on peut développer ensemble, bien sûr, on peut infléchir. On a travaillé ensemble sur le livret, sur la dramaturgie, dans un dialogue vraiment constant. Ça, c'est merveilleux, c'est très exaltant. Et en même temps, en étant impliquée dès le début dans le processus d'écriture et de création, j'ai voulu me dédoubler un peu, c'est-à-dire mettre en retrait aussi la metteuse en scène. Parce que je n'ai eu de cesse de dire à mes partenaires, compositeurs et librettistes, ne me demandaient pas trop ce qui est possible ou pas. C'est-à-dire qu'ils avaient le réflexe de dire « mais ça, tu penses que c'est pas trop compliqué à mettre en scène ?» Et à ce stade-là de la création, il faut pas trop penser à la faisabilité. Sinon, on se bride dès le début. Si on commence à se dire « ah mais non, ça, techniquement, je pense que ça va être un peu compliqué, on va pas le faire. » Oui, quand on doit aujourd'hui mettre en scène, je sais pas, les filles du Rhin, on doit se débrouiller, on doit scoltiner la réalité, et c'est compliqué, mais on trouve des solutions. Donc il faut arriver à se mettre un peu en retrait pour laisser le processus de création libre des contraintes, je dirais, techniques. Non, c'est pas tout à fait possible. Il y a quand même des moments où on se dit,
Alors là, ce qu'ils sont en train de me pondre, je ne sais pas comment je vais m'en dépatouiller, mais c'est dans cette tension-là, je trouve que le travail est stimulant. Et puis, l'autre chose qui me frappe quand on travaille, c'est la deuxième fois que je le fais, vous l'avez dit, dans un processus de création avec des vivants. Quand j'avais travaillé avec Philippe Hurel à l'époque, et Tanguy Viel, son librettiste, rarement je m'étais sentie autant inscrite dans l'histoire de l'opéra, dans l'histoire de ces œuvres canoniques dont on parle et qui créent notre répertoire d'opéra. Parce que tout d'un coup, justement, j'étais dans un processus vivant. Et me revenaient en mémoire toutes ces correspondances qu'on connaît entre librettistes, compositeurs, les lettres entre Mozart et Da Ponte, Verdi et Piave, etc. Et sans nous comparer à ces gens-là, mais on comprend que c'est la même chose. C'est-à-dire que Traviata aussi a été créé dans les affres de cette scène-là, je sais pas trop, ça marche pas. Celle-là c'est très bien, celle-là tu devrais la réécrire. Celle-là peut-être on va la supprimer. Ces œuvres aussi qu'on considère comme intouchables, canoniques et qui, je suis d'accord avec Alexander, doivent être recréées en permanence. Ces œuvres-là aussi, elles ont été créées, elles ont été contemporaines, elles ont été incertaines. Elles ont été anxiogènes, on s'est demandé si ça allait marcher, si ça allait être nul, si ça allait vendre. Et je trouve que c'est très exaltant de ce point de vue-là de faire de la création et l'opéra contemporain parce qu'on a vraiment l'impression que ça vit et qu'on est en prise avec ce répertoire que j'adore, bien sûr. Et plus souvent que non, les œuvres du répertoire d'aujourd'hui étaient souvent des échecs à leur création. Du coup, cette idée de créer le chef-d'œuvre ne se pose pas parce qu'en fait c'est l'histoire qui va décider pour le répertoire. Et alors, quelque chose qui n'était peut-être pas évident dans ce qu'on a vu de Trompe-la-Mort de Luca Francesconi, mais c'est que la question économique était aussi au cœur de votre opéra. Et il y avait un écho évident avec une certaine actualité. Est-ce que dans le cadre d'une création, doit-on forcément faire un lien avec notre contemporanéité ? Est-ce que le public doit forcément s'y retrouver ? Est-ce que cela se doit de renvoyer à son... Pas de façon trop directe, je trouve. Parce que si on essaie trop durement d'être de l'actualité, il se peut qu'une fois l'œuvre terminée, l'actualité est déjà passée. Parce que le processus de création d'un opéra, ça peut prendre un peu de temps. Je dirais plutôt de façon générale, parce qu'après, ça parle toujours de la condition humaine. À la fin, les thèmes ne changent pas. C'est juste la déclinaison des thèmes qui change. Et là, le créateur ne crée pas dans le vide. Un créateur d'aujourd'hui va créer dans un contexte de Trump est président des États-Unis, il y a la guerre en Ukraine, et si vous voulez ou pas, la France n'a pas de budget. Voilà, vous voyez, c'est un contexte, si vous voulez pas, sauf si vous sortez complètement de la vie, vous allez être influencé par la vie qui vous entoure. Beethoven aurait écrit une musique différente probablement s'il n'y avait pas eu la Révolution française et Napoléon. Et si on veut ou pas, il y a la vie qui nous entoure et qui va avoir une influence sur comment on pose son regard sur, en fait, n'importe quel sujet qu'on décide de traiter dans une création. Bien sûr, sans que ce soit un acte volontaire un peu racoleur de coller à l'actualité. On est de fait, on est dans l'actualité, oui, bien sûr. Alors, je vous propose de sortir un petit peu peut-être de l'actualité, justement, et de revenir aux grandes créations qui ont jalonné un petit peu l'histoire de l'opéra et dont Luca et Mariam aussi, donc, vous participez. Jean-Christophe, est-ce que vous pourriez revenir donc, sur le répertoire qui s'est mis en place à la suite de la création
de l'inauguration du Palais Garnier en 1875. Merci, vous m'entendez? Oui, très bien. Il est clair que c'était très intéressant d'écouter Alexander Neff parler justement de la politique de création aujourd'hui. Elle est extrêmement différente en 1875 et en même temps il y a des points communs qui sont très forts que je vais essayer de développer. Alors, il y a d'abord un paradoxe, c'est qu'il faut essayer de se replonger à cette époque. En 1875, ce bâtiment, c'est le temple de la modernité, pour ainsi dire. Et il va y avoir une espèce de tension qui va traverser en fait le Palais Garnier pendant une certaine période, grosso modo jusqu'à la Première Guerre mondiale, où en fait c'est à la fois un temple de la modernité, enfin on veut que le Palais Garnier soit un temple de la modernité, mais on veut aussi que ce soit un musée. C'est vraiment vu comme ça, c'est-à-dire c'est un lieu où on présente le grand répertoire. Et je vais prendre un exemple tout bête, c'est le premier concert d'inauguration du Palais Garnier. On joue La Juive, les Huguenots, Guillaume Tell. On devait jouer Faust et Hamlet, mais on ne les jouera pas, enfin des extraits à chaque fois, et on va jouer un extrait de La Source de Delibes. C'est le seul compositeur contemporain vivant. C'est-à-dire qu'on considère que le Palais Garnier doit montrer les grandes œuvres du répertoire. Et quand j'emploie le mot musée, c'est dans un des cahiers des charges, un des premiers cahiers des charges du Palais Garnier, pour un directeur. On doit monter vraiment ce grand répertoire. Et qu'est-ce que c'est que ce répertoire à cette époque? C'est le grand opéra à la française en 5 actes avec ballet obligé. Et il faut bien dire que jusqu'en 1914-1918, c'est vraiment le genre phare de la maison et qui reste. Et donc il y a une espèce de tension entre vouloir représenter un répertoire somme toute plus ou moins figé, et en même temps, chaque directeur va avoir la mission de création. Et les compositeurs, en fait, vont être contraints de s'inscrire dans ce cahier des charges, et en fin de compte, ils vont suivre, et là je rejoins ce qui se disait, c'est un mouvement de société, on suit une société, et la société du Palais Garnier veut ce grand opéra, en fait, en 5 actes. Et jusqu'en 1914, toute cette première période du Palais Garnier, c'est vraiment des œuvres, en fait, il n'y a pas d'ailleurs d'œuvre majeure qui va sortir à cette époque-là. Il y a vraiment ensuite d'autres périodes plus importantes pour la création proprement parlée. La création pendant 25-30 ans, ou jusqu'à, oui c'est ça, une trentaine d'années, la véritable création, en fait, elle s'effectue plutôt à l'Opéra Comique. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas de création au Palais Garnier. Le compositeur peut-être le plus emblématique, mais j'y reviendrai, je pense, c'est Jules Massenet, qui est vraiment la grande figure de cette époque, mais il y a également Saint-Saëns, il y a également Gounod, et qu'est-ce qu'ils produisent? Des grands opéras, 5 actes, avec ballet, mais ce n'est pas des œuvres qui sont forcément restées dans le répertoire. Henri VIII, Ascanio pour Saint-Saëns, le Tribut de Zamora pour Gounod, Polyeucte, et Massenet, c'est un peu différent, peut-être qu'on y reviendra si vous le voulez. Et est-ce que vous voulez que je continue sur la suite? Peut-être que vous pouvez nous parler de Massenet, des grandes créations, parce que ça a été un des compositeurs qui a le plus créé pour notre établissement. Exactement. C'est vraiment la figure majeure de la première partie de la Troisième République. Et c'est le deuxième ouvrage créé ici au Palais Garnier, c'est Le Roi de Lahore, en 1877. Et c'est l'ouvrage d'ailleurs qui va projeter Massenet sur la scène lyrique internationale, européenne dans un premier temps. Donc Le Roi de Lahore, et jusqu'en 1912, où Roma sera une espèce de coproduction entre Monaco et le Palais Garnier, qui est sa dernière œuvre, créée donc ici, en mars 1912, ici même, dans ce cadre. Il y a d'autres ouvrages, bien évidemment, au cours de cette période de Massenet. Une qui est peut-être celle qui va le plus s'ancrer quand même dans le répertoire, c'est le Cid en 1885. Et vous voyez, là aussi, le Cid, pourquoi le Cid? C'est un des grands monuments de la littérature française. Et on veut rendre hommage à Corneille, et c'est d'ailleurs l'impulsion, quand Massenet décide de mettre le Cid en musique, c'est rendre hommage à un des grands monuments de la littérature. Ensuite, vous avez en 1891 Le Mage, qui est une espèce d'Aïda en Perse, on va dire, mais qui est un grand opéra avec ballet, qui est malheureusement d'ailleurs oublié, qui est une œuvre intéressante, mais qui ne s'affichera pas. Et vous avez ensuite Thaïs, qui est une œuvre un petit peu particulière, parce qu'elle était conçue d'abord pour l'opéra comique, en fait. Et cette œuvre
va immigrer donc au Palais Garnier parce que la chanteuse créatrice du rôle-titre, Sybil Sanderson, signe un contrat avec l'Opéra de Paris. Et du coup, elle devait chanter l'œuvre à l'Opéra Comique et elle vient ici au Palais Garnier. Elle vient avec donc notamment cette œuvre-là. Elle viendra avec d'autres moins connues. Et ensuite, vous avez un moment, un creux pour Massenet, parce que ce n'est pas des œuvres qui marchent aussi, c'est ce que disait Alexandre Neff très justement, c'est-à-dire que le Cid n'a pas été d'abord un succès, Thaïs encore moins. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour que cette œuvre s'impose. Massenet va d'ailleurs la reprendre, la remanier, changer de ballet également, alors que c'est une œuvre extrêmement intéressante d'un point de vue chorégraphique justement. Et ensuite, vous avez Ariane en 1906. 1909, vous avez Bacchus, qui est une sorte de doublon, qui forme un doublon avec Ariane, qui sera peut-être l'échec le plus cuisant de Massenet. 5 représentations et l'œuvre tombe vraiment de façon catastrophique. Et puis, vous avez donc Roma, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et effectivement, Thaïs est peut-être l'œuvre la plus intéressante et la plus emblématique du lieu. C'est une œuvre qui mélange à la fois la musique, le poème symphonique, la pantomime, la danse, et puis bien sûr le chant. Donc c'est une œuvre qui va avoir un certain succès et qui va finir par trouver son public grâce surtout à des interprètes comme Marie Garden qui vont imposer l'œuvre au début du XXe siècle. Mais c'est vrai que Massenet n'aura pas eu le même écho qu'à l'Opéra Comique, par exemple, avec Werther et Manon, qui sont restés vraiment les 2 grands piliers de son répertoire, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé en retraçant justement toute cette période de création au Palais Garnier, c'est que la danse est vraiment consubstantielle à l'histoire de l'Opéra de Paris et à l'histoire du Palais Garnier. Les grandes créations lyriques sont très liées à la danse, et j'en veux pour preuve, si je continue peut-être juste après la Première Guerre mondiale, un des grands piliers peut-être pour moi du répertoire, c'est Padmavati d'Albert Roussel, qui est créé juste après la Première Guerre mondiale, qui devait être créé juste avant. C'est un opéra-ballet. La danse fait également partie vraiment de cet ouvrage. Et c'est vrai que je n'ai pas parlé des ballets, mais les ballets vont aussi avoir une très très grande importance, ici, donc, dans cette maison, avec Sylvia de Delibes, qui est créée en 1876. Donc là, je brosse peut-être un portrait un peu mitigé, on va dire, de la création à cette époque, ce qui ne veut pas dire qu'on n'essaie pas de faire quelque chose. Par exemple, les directeurs vont essayer de transformer le répertoire en intégrant d'abord Wagner. À partir de 1891 jusqu'en 1914, on va jouer tous les grands ouvrages de Wagner. Ici, c'est vraiment devenu même, on dit que c'est un des temples wagnériens à cette époque-là. On essaie aussi de jouer quand même les jeunes compositeurs, Gustave Charpentier par exemple, on joue la vie du poète. Il y a une volonté justement de sortir de cette image du musée qui est extrêmement forte. Et on essaie aussi, et ça c'est pas très connu, en 1900, on introduit Paillasse de Léon Cavallo, qui est créé ici, donc à Paris, non pas à l'Opéra Comique, mais ici. Mais en fin de compte, ça ne marche pas, parce que je vous parlais de Charpentier, je vous parle de Paillasse, ça ne marche pas. Et Paillasse, comme vous le savez sans doute, va intégrer le giron de l'Opéra Comique, et les jeunes compositeurs, en fait, ne sont pas forcément joués tout de suite. C'est vraiment, jusqu'à la Première Guerre mondiale, le Palais Garnier est un musée un peu figé, il faut bien le dire, et il faut attendre, en fait, la direction de Jacques Roucher, à partir de 1918 jusqu'en 1945 pour qu'il y ait vraiment un renouvellement, et peut-être que j'y reviendrai. Martine, je voudrais vous donner la parole sur le répertoire chorégraphique qui se met en place en pendant de la création lyrique dont Jean-Christophe vient de nous parler. Est-ce que vous pourriez retracer un petit peu, nous donner des clés sur des grands jalons donc, esthétiques de Léo Statz à Ivan Clustin et ensuite la révolution qu'amènent les ballets russes donc, au sein de notre maison. Comme Jean-Christophe vient de le dire, la danse est toujours présente au Palais Garnier. Elle est à l'époque consubstantielle vraiment à la programmation de l'opéra. Et pourtant, il y a effectivement moins de créations en danse qu'en lyrique, ce qui s'explique par plusieurs facteurs. Le premier étant
évidemment le fait que la création lyrique est très encadrée. C'est-à-dire que dans ce qui lie l'opéra à l'État, l'opéra doit assurer 4 créations lyriques de compositeurs français, 3 à 4 créations lyriques qui peuvent avoir été données déjà à l'étranger ou en France, plus un petit ouvrage, dit le cahier des charges, un petit ouvrage qui peut être de l'opéra ou du ballet. Donc vous voyez déjà que le directeur a assuré, via ce cahier des charges, qui le lie vraiment à l'État, une création lyrique importante. Et que par contre, on y fait très peu mention du ballet. Ça, c'est déjà un fait. L'autre fait, c'est que le ballet est toujours présent à travers les ballets d'opéra, de ce grand opéra dont Jean-Christophe vient de parler. C'est balsacien, hein, d'ailleurs, ça. Depuis les ouvrages du grand opéra donnés à l'Opéra de la rue Lepelletier, le ballet est présent. Les abonnés, d'ailleurs, le demandent. Ils attendent ce ballet. Il y a une littérature importante. Il y a beaucoup d'iconographie là-dessus aussi. C'est très présent à travers les ballets d'opéra. Enfin, la dernière branche est que le chorégraphe est nommé à vie. On ne parle pas d'ailleurs de chorégraphe, on parle de maître de ballet. Le terme n'est pas employé. De même qu'on parle peu de création, on parle beaucoup d'œuvres nouvelles, en fait. Et donc, le chorégraphe arrive, il est nommé, il remplace son prédécesseur qui vient de mourir. Et donc, il arrive et il va passer 10 ans, 20 ans, 30 ans au Palais Garnier, jusqu'au moment où il va mourir et où il va être remplacé par le suivant. Donc, ça donne effectivement un aspect un petit peu particulier. Quoique ça, il y a aussi dans cette maison un fait important, c'est la permanence du ballet via l'école de danse et via ces générations de danseurs qui se succèdent et qui en fait maîtrisent complètement ce répertoire du ballet. Alors ça donne des choses assez formidables. C'est que j'en ai relevé quelques-unes. Comme vous l'avez dit, le soir du gala d'inauguration, la danse est présente à travers un acte de la source. Alors la source, nous allons la retrouver parce que ça va être repris par Jean-Guillaume Barre, étoile de l'Opéra de Paris. En 2011, il va donner une nouvelle version de la source, dramaturgie Jean-Guillaume Barre et Clément Hervieux-Léger, qui vient d'être nommé directeur de la Comédie Française, décor d'Éric Ruff, costume de Christian Lacroix. Donc la source est toujours présente dans le répertoire de l'opéra, mais différemment. En plus, avec le tableau de Degas, évidemment. Qu'est-ce qu'on trouve encore? On trouve Coppelia. On reprend Coppelia en 1875. Coppelia, dans sa version originale, va être recréée par Pierre Lacotte un siècle plus tard, en 1973. Et Coppelia est toujours au répertoire de la maison, comme au répertoire des grandes maisons. Et ça, vous le retrouvez. Jean-Christophe, vous avez cité Sylvia, en disant que c'était une œuvre importante, effectivement, musicalement, aussi pour son livret. Alors, Sylvia, c'est l'exemple pour moi. Sylvia, créée le 14 juin 1876, dans une chorégraphie de Louis Mérande, qui à l'époque était donc le maître de ballet de l'opéra. Nouvelle version en 1919, chorégraphie de Léo Statz, décor de Maxime de Thomas, un grand peintre. Nouvelle version en 1941, chorégraphie de Serge Liffard, décor de Maurice Brianchon, encore un grand peintre. Nouvelle version en 1979, chorégraphie de Lisette d'Arsonval. Nouvelle version en 2002, chorégraphie de John Neumeyer, décor de Yanis Kokos. Nouvelle version en 2025, chorégraphie de Manuel Legris, décor et costume de Lusa Spinatelli. Vous voyez comment la création en danse, en fait, se décline tout d'un coup en nouvelle version, en nouvelle visite, en fait, de ces musiques et de ces thèmes. Et ça, c'est un fait unique qui est consubstantiel à l'Opéra de Paris, parce qu'il y a ces générations qui se succèdent dans la maison et qui ont ces œuvres musicalement et chorégraphiquement dans l'oreille et dans l'œil et qui ont envie de s'y attaquer à nouveau.
Donc voilà, en tout cas pour le 19e siècle et la fin du 19e siècle, comment ça se conjugue. Ensuite, il y a des aléas qui sont des incendies. En 1873 et en 1894, par 2 fois, les magasins de décors et de costumes de l'opéra sont incendiés. On perd énormément de production, décors et costumes. Et dans l'urgence, on va refaire les décors et les costumes des productions qu'on donne déjà, parce qu'on n'a pas le temps de s'attaquer à une nouvelle production. Ce qui vous explique en fait la faiblesse de cette fin de siècle, à ce point qu'en 1895, pour la première fois, il n'y aura pas d'œuvre de Meyerbeer au programme de l'opéra, parce qu'on n'a plus de décors et de costumes. Et c'est peut-être un bien, comme tout accident, parce qu'on va donner d'autres œuvres. Et c'est là que la création reprend du poil de la bête, si je puis dire. Donc ça, c'est vraiment... bon, ce n'était pas prévu, hein, évidemment, mais c'est vraiment un fait intéressant. Donc cette création, elle avance à la fois par bonds, comme ça, mais en même temps avec cette petite musique qui fait qu'on reprend, on revisite, et ces œuvres sont toujours là, toujours au programme de l'opéra, comme de toutes les grandes maisons, d'ailleurs, qui ont un ballet classique au monde. Ensuite, évidemment, la détonation, comme vous l'avez dit, ça va être Rouchet, puisque Rouchet va casser ce système du chorégraphe maison, du décorateur maison, du costumier maison, et à l'exemple des ballets russes, qu'il a beaucoup vu, qu'il a beaucoup étudié, il a voyagé en Russie, il s'est vraiment intéressé à la chose, il va créer des familles différentes pour monter des œuvres différentes. Et à l'époque, en plus, on va arriver à cette révolution des ballets russes, qui n'est pas tant une révolution chorégraphique d'ailleurs, mais qui est une révolution picturale absolument, et une révolution musicale, avec des créations de musique, d'œuvres, de décors, de costumes, etc. Le pic, pour moi, étant celui du mariage, si on peut dire, entre Stravinsky et Balanchine, qui crée un nouveau type de chorégraphie, un nouveau type de corpus chorégraphique, en fait, qui va d'ailleurs inonder cette maison, puisque Balanchine va revenir ici à plusieurs reprises, et qui va ouvrir la voie à toute cette flambée, en fait, de chorégraphie qu'on va connaître à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Jean-Christophe, il y a eu une œuvre lyrique marquante pour notre institution, qu'Alexander Neff a d'ailleurs programmée au début de son mandat, qui est Oedipe de Nesco. Pourriez-vous nous parler de cette œuvre, du jalon musical que ça a été? Oui. Alors effectivement, Oedipe est créé ici dans l'entre-deux-guerres, en 1936. C'est un opéra de Georges Enesco, que Enesco, en fait, a, je dirais, dans sa tête depuis très longtemps, avant même la Première Guerre mondiale. Et effectivement, c'est un moment très, très important dans la vie même d'Enesco et dans la vie du Palais Garnier. C'est un succès, vraiment. Ce n'est pas une œuvre, justement, où la danse occupe une place prépondérante, mais c'est une œuvre où il y a un rôle écrasant pour le rôle-titre. Et c'est une œuvre qui va marquer les esprits. Pour moi, c'est une œuvre un peu synthétique, entre c'est une œuvre qui regarde le passé, mais c'est une œuvre qui regarde aussi l'avenir, qui intègre les nouveautés de Stravinsky, mais également Fauré, Debussy. C'est une œuvre de synthèse qui constitue un petit peu, je dirais, l'arc de voûte de l'œuvre d'Enesco. Et j'aurais envie de faire des parallèles peut-être avec une œuvre dont on parlera après, c'est le Saint-François d'Assise de Messiaen, où il y a un rôle-titre comme ça écrasant. Je trouve qu'il y a des parallèles à établir entre ces deux œuvres, me semble-t-il. En tout cas, effectivement, l'opéra d'Enesco va énormément marquer son temps et s'inscrire au répertoire. Et c'est vrai que dans l'entre-deux-guerres, c'est peut-être une des rares œuvres lyriques qui s'impose véritablement, Rouchet ayant aussi une politique volontariste d'intégrer d'autres œuvres du répertoire étranger cette fois-ci. Et là, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de ce qu'on fait aujourd'hui. Il intègre Le Chevalier à la Rose, il fait jouer également Turandot de Puccini, Electra. Voilà, donc c'est vraiment un répertoire qui devient beaucoup plus éclectique et bien évidemment
l'idée du grand opéra à la française, ici, commence à être diluée et à disparaître, même si la danse reste encore très présente dans certaines de ses œuvres, avec effectivement, vous l'avez dit, pour les œuvres de Stravinsky liées au ballet russe. Voilà. Mais c'est vrai qu'Édipe est un peu un phénomène particulier, je dirais, dans cette période de créativité de l'entre-deux-guerres. Et donc, si on trace la Grande Arche, Oedipe, jusqu'à Saint François d'Assise d'Olivier Messiaen, qu'est-ce qui va ponctuer cette période, cet entre-deux en grande... Entre Messiaen et Ionesco, et bien justement, c'est une période très difficile pour l'opéra, parce que l'opéra, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, est un genre décrié, dont effectivement, et là je rejoins effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un genre que les compositeurs vont rejeter, c'est plutôt le théâtre musical qui va les intéresser, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'œuvre fondamentale. Bon, il y a Milhaud avec Bolivar, hein, effectivement, juste après la Première Guerre mondiale, mais les compositeurs cherchent d'autres formes lyriques et n'arrivent pas, effectivement, ne sont plus intéressés par l'opéra traditionnel, entre guillemets. Et ce qui est très intéressant avec Saint-François, c'est que Saint-François va donner une impulsion, je pense, hein, vraiment aux compositeurs, parce que c'est un opéra qui va avoir un succès certain, qui va s'imposer, qui va être joué un peu partout dans le monde, être enregistré, et qui va peut-être redonner goût aux compositeurs de s'intéresser à ce genre, peut-être un petit peu honni de l'opéra. Hein. Enfin, on connaît les propos de Boulez par rapport à ça, hein, enfin, qui rejette violemment cette forme, et qui m'a dit même lui-même qu'il n'arrivait pas, il n'arriverait jamais à écrire un opéra. Hein. Donc c'est vraiment une forme difficile, et il faut attendre effectivement Messiaen pour qu'il se passe quelque chose. Mais entre Édipe et Messiaen, effectivement, c'est une période très difficile pour la création lyrique. Et qu'en est-il, Martine, pour la création chorégraphique au lendemain, disons, de la Seconde Guerre mondiale? Quels ont été les élans de création chorégraphique majeurs au sein du Palais Garnier? Paradoxalement, il y a quelque chose qui a été primordial pour la création chorégraphique, c'est le développement des transports. Ça a l'air idiot, mais le fait qu'on puisse prendre l'avion et aller des États-Unis à l'Europe extrêmement rapidement a favorisé ce flux de création chorégraphique qui sont venus d'ailleurs pour beaucoup des États-Unis, qui a été un creuset vraiment grâce au ballet russe et la dispersion à la mort de Diaghilev. Les chorégraphes, les danseurs des ballets russes se sont dispersés en Europe et dans le monde entier en fait, et beaucoup aux États-Unis. Et dès que les voyages ont permis qu'on passe d'un continent à l'autre, ça a développé énormément cette création chorégraphique. Ensuite, il est évident qu'un langage commun, une création d'opéra, ça implique un livret. Un livret, ça implique une langue. Une langue, ça implique quelquefois une traduction. Tandis que le langage chorégraphique a une langue universelle puisque c'est celle du corps. Donc ça voyage d'une façon formidable, unique. Il suffit de déplacer ses corps ou d'apprendre à d'autres corps, etc. Donc ça a favorisé énormément ce développement. Et puis il y a eu une évolution ferme de cette maison, de s'ouvrir aussi à ces créations chorégraphiques. Le premier a été l'IFAR, évidemment, qui pourtant a tenu les choses, puisque pendant tout un temps, c'était uniquement ces ballets et seulement ces ballets, mais ça s'est ouvert quand même très vite après. Et pouvez-vous nous parler de cette ouverture du répertoire des chorégraphes qui se sont imposés dans cette continuité de Serge Liffard? Les chorégraphes qui se sont imposés, en fait, dans cette maison. Alors, ils se sont imposés dans cette maison, ils l'adorent. Quand on a fréquenté quelque peu les chorégraphes qui ont travaillé ces 30 dernières années ici, on peut citer Jérôme Robbins, qui adorait travailler ici, qui arpentait le Palais Garnier, qui passait des heures à la bibliothèque et qui adorait cette maison. Neumeyer, c'était la même chose. Pour eux, c'est vraiment non seulement, comme ils le trouvent ailleurs, une compagnie de ballet, des salles de répétition et un plateau. Ici, c'est bien autre chose, comme vous l'avez dit d'ailleurs. Hein. C'est cette architecture extraordinaire, c'est tout cet environnement, c'est de pouvoir ouvrir sur le foyer de la danse, c'est d'avoir les dessous pour y travailler, comme on l'a vu avec certains ballets, hein, dont de Kilian,
qui a travaillé sur les dessous et sur les dessus de la maison, c'est tout autre chose, c'est la maison, vraiment. C'est la totalité, ça englobe, comme vous l'avez dit aussi, ça englobe le Palais Garnier, son architecture, son décor, et cette espèce d'unique façon qu'a la musique aussi de régner dans cette maison, où elle est tout le temps présente et où elle filtre à travers les portes des studios, à travers le grand foyer, et vous en parleriez autrement, je suis sûre, de cette musique. On a ouvert un thème énorme qui m'intéresse beaucoup. Et ça, c'est peut-être une des raisons pour laquelle j'ai choisi ici et pas Bastille. Parce que Bastille, c'est beaucoup plus neutre, c'est neutral. Et ici, justement, c'est le défi énorme de se confronter avec l'histoire. Donc, peut-être qu'avant Messiaen, on a eu quand même Grand Macabre, qui était avant. Donc là, s'il faut se confronter avec ce sujet qu'on aime bien développer, c'est qu'est-ce que c'est l'opéra. Donc, alors, on ne peut pas le considérer, justement, du point de vue musicologique, c'est bien, je suis d'accord, mais l'opéra, ce n'est pas un genre aujourd'hui. On ne peut pas écrire quelque chose qui était déjà fait et fini. Donc, il faut réévaluer qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, moi, j'étais bien prêt et bien... J'avais le courage de me jeter dans une entreprise comme ça, justement parce que c'était un défi. Et le lieu, c'est tellement riche, l'histoire. Donc, toutes les choses que j'ai entendues jusqu'ici, c'est effrayant. Je veux dire, c'est terrifiant. Tous les noms qu'on a entendus. Bon, le poids, c'est énorme. Donc, il faut le englober. Mais le défi, c'est ça. Donc, la machine, comme disait justement Balzac, des diables bleus, multimédia, c'est la plus grande machine multimédiale qui a été inventée, le théâtre d'opéra. L'opéra, si on peut enlargir l'idée et dire que ce n'était pas l'opéra avec le chanteur, avec tous les lieux communs qu'on est habitué de voir, mais il faut la considérer aujourd'hui comme une espèce de puissante machine génératrice de contenus nouveaux. Et il faut la redéfinir chaque fois. Et donc ça, c'est l'intérêt de la création dans ce lieu-là. Et moi, je préfère d'accepter un défi comme ça, parce que, vous voyez, chaque fois on écrit n'importe quel type de musique aujourd'hui, donc même un quatuor à cordes, on a ces deux grands espaces. On est confronté autant que compositeur. D'un côté, il y a l'énergie pure de la matière, qui s'était toujours envié par les peintres, par les poètes. Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux de mer qui suivent indolents compagnons de voyage, les navires glissant sous les gouffres amers. Ça, c'est déjà de la musique. Donc, moi, j'ai commencé de là. Phonosymbolisme, le navire, le mat. Le navire glissant sous le gouffre. Et donc là, on a tous les voyelles qui tombent dans les gouffres, non? Les gouffres amers. Et là, glissant, les consonnes qui glissent sur la mer. Donc nous, on est comme des navires glissants. Et ce magnifique pouvoir qui nous donne un lieu multimédial comme ça, c'est justement d'aller aux profondeurs. Et ça, c'est un peu la différence entre écrire de la musique et disons, ce qu'on entend normalement, qui sont des autres arts, si je peux dire, légères, un peu plus légères, mais qui restent un peu sous la surface des gouffres. Et donc là, on a vraiment la possibilité d'y aller dedans. Et il faut redéfinir tout ça. Mais vous voyez, le problème qui était évident dans le siècle passé, dans le XXe siècle, c'était que la musique, c'était pas suffisamment fort pour se confronter avec une langue, disons, une discipline linguistique également puissante, comme même la parole. On n'a pas de grandes pièces vocales dans le XXe et au moins, évidemment, encore moins des opéras.
Parce que si la langue musicale n'est pas puissante, elle n'est pas sûre de soi-même, suffisamment sûre pour se confronter avec un autre domaine, univers sémantique, on ne peut pas avoir de l'opéra. Donc c'est pour ça que c'est pas que c'était, disons, interdit d'écrire un opéra dans le genre de l'opéra. C'était que la musique était changée. Il n'y avait plus une musique qui donnait la possibilité de refaire un genre qui était fini. Et donc, les gens de l'époque, les gens de l'école de Darmstadt comme Boulez, Stockhausen, il avait presque pensé que c'était possible de changer la perception de l'humanité, de l'être humain. Et ça, c'était absolument... Même Boulez, il a reconnu ça, c'était vraiment très ambitieux. Je vais peut-être répondre à l'objection que vous avez pu faire. Moi, je me place ici dans le Palais Garnier, un lieu de création. Il est bien évident que le Grand Macabre est une œuvre fondamentale, mais il y en a d'autres aussi, je pense. Par exemple, Wozzeck, on ne le jouera pas ici pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'il faudra attendre vraiment bien longtemps avant que l'Opéra de Paris accueille Wozzeck. Wozzeck est créé en France au Théâtre des Champs-Élysées, mais pas ici. En revanche, il y a une chose intéressante que je n'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est le rôle de Liberman qui va justement vraiment constituer un véritable pivot dans l'histoire de l'Opéra de Paris. Et encore une fois, je me place dans un lieu de création, le Palais Garnier, point d'interrogation. Et Liberman va essayer de faire un lieu de création, et c'est lui qui commande d'ailleurs Saint-François à Messiaen, il ne faut pas l'oublier. Et un des premiers actes qu'il va poser, c'est la création définitive de Loulou, avec Boulez et Chéreau. Bien sûr, en écho à ce qui s'est fait à Bayreuth, la tétralogie, on retrouve ce duo. Mais voilà, je tiens à préciser que je me plaçais dans la situation de la problématique d'aujourd'hui, le Palais Garnier, un lieu de création. Voilà. Je trouvais très intéressant ça m'a donné l'input pour relancer de point de vue historique. C'est absolument... Moi, j'ai appris beaucoup de choses, mais c'est bien d'ouvrir cette idée d'opéra. Et je voudrais peut-être aller un pas plus loin encore, parce que pour moi, pour nous qui travaillons aujourd'hui, je pense que ce lieu, ce n'est pas seulement un lieu de création, c'est presque un compagnon de création. Parce que je dis souvent que le fait que nous pouvons programmer ici des ballets et des opéras, ça nous permet de programmer plus audacieusement, parce qu'il y a un pouvoir, une force de séduction du lieu, en fait, qui nous ramène un public qui n'irait pas voir ces mêmes œuvres à Bastille. Et je trouve que c'est un élément très très important. Évidemment, Bastille, c'est beaucoup plus vaste encore, c'est 1000 places de plus par soir. Il y a un enjeu de remplissage à Garnier qui est moindre, mais je maintiens que beaucoup de créations de ballets contemporains, comme des opéras contemporains qu'on donne ici, on ne vendrait pas le même nombre de places à Bastille. Et du coup, on arrive à séduire un public de venir apprécier une œuvre qui n'aurait pas apprécié dans un autre lieu. Du coup, on utilise ça de façon assez, je peux dire stratégique si vous voulez, pour attirer un public qui va découvrir quelque chose qui n'a pas nécessairement envie de découvrir, mais après ils l'ont découvert, ils vont revenir. Et ça nous permet d'ouvrir l'éventail des propositions esthétiques pour le ballet comme pour l'opéra de façon assez considérable. Pour nous, c'est vraiment très important. Et quand on a donné ici fin de partie de Courtac assez récemment, c'est aussi la première fois que cette œuvre a rencontré un public qui comprend le texte, parce que dans les autres villes où cet opéra a été donné, le public ne comprend pas nécessairement le français. Du coup, il y avait un rapport direct aussi entre le public dans la salle et ce qui se passait sur scène, mais sur plein d'autres créations. C'est la magie des lieux qui nous aide vraiment énormément. Quand on alors moi je suis quand même pas au niveau des créateurs, c'est-à-dire que je ne fais que transmettre une œuvre, je suis que metteuse en scène. Mais quand on crée une mise en scène, on crée dans un lieu. C'est-à-dire on ne peut pas faire abstraction du lieu, et ce lieu imprègne ce qu'on est en train de faire. C'est comme ça. Concrètement, on passe nos journées là.
quand on fait une pause, on se retrouve là. Enfin, je veux dire, c'est très réel. Et beaucoup de gens, quand on leur dit qu'on va faire une création d'un opéra contemporain et que ce sera Garnier, sont surpris, disent « Ah, mais ça irait mieux à Bastille ». Et je trouve ça assez intéressant parce que depuis le début, tout ce que j'entends sur ce lieu, sur ce bâtiment, c'est intéressant de voir que c'est vraiment un lieu de transmission de tradition. C'est-à-dire que, d'abord, l'institution, au-delà du bâtiment, est quand même plus ancienne que le bâtiment lui-même. Même avant la salle Le Pelletier, etc., c'est quand même l'Académie royale de musique, qui est transmise de régime politique en régime politique. Et puis, ce bâtiment lui-même, il est hybride. Enfin, je veux dire, il est conçu par et pour le Second Empire, mais finalement, il naît sous la Troisième République. Là aussi, il y a une transmission. Et quand vous parlez du répertoire, de ce côté musée, finalement, ce qu'on veut voir à cette époque-là, dans ce bâtiment, c'est le répertoire du Second Empire et de la Restauration. C'est intéressant quand même de voir qu'il y a quelque chose qui se transmet. Il y a toujours, ça procède par translation de répertoire. Et je trouve ça précisément pour cette raison, et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que quand on crée aujourd'hui un opéra contemporain, c'est là qu'on est le plus en prise avec l'histoire du médium, du genre. C'est précisément pour cette raison que je trouve ça intéressant de faire l'opéra contemporain ici, à cause de cette rencontre et de ce que ça raconte de la permanence de ce genre musical et artistique, de ce médium. Et pour moi, ce lieu en particulier, peut-être, incarne le rapport que j'ai à l'opéra, qui est un rapport d'amour avant tout. Enfin, c'est vraiment le genre que j'aime, qui est mien, que j'ai fait mien, par lequel je m'exprime, qui m'émeut, qui me touche. Et en même temps, ce lieu incarne le 19e, qui est une période qui est, enfin, en ce qui me concerne, problématique du point de vue de ce que racontent les œuvres, du point de vue même du lieu. On parlait tout à l'heure du foyer de la danse et de ce à quoi il est rattaché, les danseuses, le regard sur les danseuses, etc. Enfin, en termes politiques, idéologiques, artistiques, le rôle des femmes dans l'opéra au 19e, etc., qui sont des choses que je me coltine au quotidien en mise en scène. Ce lieu incarne d'une certaine manière une tradition qui est problématique dans le genre que j'ai fait le mien. Et pourtant, je l'aime. Ce lieu, il est merveilleux. Et en même temps, il incarne aussi quelque chose qui me dérange dans l'opéra. Et je trouve ce qui est bien. Il y a une tension qui s'installe. Il y a une tension qui s'installe. C'est-à-dire que je trouve que c'est intéressant. Mais finalement, c'est très extrême en opéra, parce que l'opéra, comme institution, comme genre, est très lié aussi au 19e, et ce que l'opéra est devenu, et voilà, en termes de toxicité, pour utiliser un terme qu'on aime bien employer aujourd'hui, est très emblématique, et pour porter à son paroxysme en opéra. Mais d'une certaine manière, c'est vrai de la culture en général. Qu'est-ce qu'on fait de la tradition culturelle aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, de tout ce qui est gênant, de tout ce qui ne va plus, de tout ce qui ne nous parle plus. On jette à la poubelle, on recommence à zéro, enfin on brûle, ou on se retrousse les manches et on travaille dessus, on réfléchit, on intègre dans ce lieu précisément, avec toute son histoire, avec le foyer de la danse, avec tout ce qui est un peu dégoûtant dans le foyer de la danse et qui est très beau en même temps. Et on travaille sur cette tension entre ce qui nous fascine et ce qui nous dégoûte. Et on essaye de réinterpréter. C'est ça aussi pour moi le sens de la création, c'est-à-dire créer, recréer ces œuvres aussi, pour les interroger, pour savoir ce qui ne nous parle plus, ce qui nous parle différemment, ce qui nous parlerait autrement aujourd'hui. Enfin, c'est comme ça que je conçois mon travail. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de faire de la création contemporaine ici, contrairement à une réaction de prime abord qui on pourrait dire c'est un peu paradoxal. Oui, pour parler encore un peu de recréation, je pense que c'est important de le dire, parce que je crois, à la base, les œuvres ne changent pas, mais notre regard sur les œuvres change. Par défaut, on en a parlé déjà, et je vous donne un exemple qui est assez étonnant. Rigoletto. Pour Verdi, c'était un opéra qui parle de l'abus de pouvoir d'un souverain. Je
Plancette Pouverdi, c'était le principal dans cet opéra. C'était un vécu aussi. Et il vivait à une époque où les souverains qui avaient un pouvoir encore absolu pouvaient abuser de leur pouvoir. Aujourd'hui, très souvent, quand on donne Rigoletto, un public qui voit Rigoletto pour la première fois va nous dire « c'est un opéra MeToo ». Et en fait, les deux, dans leur temps, ont raison. Et c'est pour ça qu'il faut continuer la recherche. Bien sûr, les œuvres continuent à nous parler. Je pense que vous avez touché la grande question d'aujourd'hui, c'est-à-dire de tout ce magnifique passé qu'il y en a, qu'est-ce qu'il faut garder? Et c'est la grande question aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas tout mener vers... on est déjà dans le prochain millénium, mais on ne peut pas tout amener. Donc on a une responsabilité énorme au-delà des musées. Moi, je ne veux pas penser à toute cette beauté comme un musée. C'est quelque chose que moi, je dois renouveler, je dois sentir comme vivant. Alors, dès qu'on ne peut pas amener tout de notre passé là, et on a une responsabilité énorme de choisir, justement, 2, 3, 4, 5 principes, valeurs de base qu'il faut garder. Et comme vous avez dit d'une façon très directe, jeter à la poubelle tout le reste. Mais les poubelles sont différentes selon les époques aussi. On peut aller sortir des choses des poubelles. C'est ça le problème. Alors, moi, je ne peux pas penser à cet endroit comme un musée, parce que pour moi, c'est un endroit où règne l'émotion. Et de tout ce qu'on a dit, il manque ça. Il manque cette émotion qui traverse du plateau à la salle, parce qu'ici, le rapport entre le plateau à la salle est extraordinaire. Et c'est toute cette émotion que vous avez parce que cet endroit est bâti d'une façon dramaturgique extraordinaire. Vous rentrez dans le vestibule, vous montez les marches, vous rentrez dans le vestibule, vous abandonnez le fait que vous avez reçu votre feuille d'impôt, que vous allez avoir une contredanse et qu'il faut absolument ramener la babysitter avant 11h. Bon, vous passez la boîte à sel et vous vous trouvez dans cette énorme nef. Tout d'un coup, vous passez d'un endroit tout bas et tout sombre à un endroit immense et très clair. Et puis, de nouveau, vous passez sous ces petites portes qui sont la porte de l'orchestre ou qui sont les portes des loges, avec ces avant-loges qui sont toutes petites et toutes sombres. Et là, vous vous trouvez dans cet immense théâtre, parce qu'il est quand même très grand, même si on a vécu Bastille depuis. Vous rentrez dans cet immense théâtre avec ce rideau au fond qui est hypnotique. Parce que où que vous soyez placé, c'est hypnotique. Ce rideau-là qui ferme la scène, vous n'attendez qu'une seule chose, c'est qu'il s'ouvre. Et ça, rien ne remplacera pour moi le son, en plus de la fosse d'orchestre de Garnier. Parce que quand le son s'élève depuis la fosse d'orchestre de Garnier, il se passe quelque chose qui pour moi ne se passe dans aucun autre théâtre. Et je pense en plus que l'amour que tout le monde porte à ce théâtre, c'est-à-dire aussi bien aux artistes qui sont sur scène qu'à tous ceux qui travaillent ici. Parce que le personnel de la maison a un amour pour cette maison. D'ailleurs, il l'appelle la maison. C'est simple. Et cet amour entre le plateau, entre les espaces de travail et entre la salle, pour moi, il existe ici beaucoup plus qu'ailleurs. 100% vrai. Je pense que nous sommes tous qui travaillons ici, qui ont eu le privilège de travailler ici, on est tous des amoureux du Palais Garnier. Et c'est pas seulement par quantité de temps qu'on passe une bonne partie de nos vies ici, mais c'est aussi des fois un choix de rester un peu plus longtemps parce qu'on se détache très difficilement de ce lieu. D'ailleurs, je peux raconter quand je travaillais avec le compositeur et le librettiste, et mon équipe de scénographie, en fait mon scénographe et ma costumière, là, dans les mois passés à Paris, on s'était rencontrés. Ils venaient d'Allemagne pour travailler avec moi. Et on devait se rencontrer chez moi. Il y avait des travaux chez moi, donc il y avait beaucoup de bruit. Et on a demandé à l'opéra s'ils pouvaient nous fournir une salle pour travailler. Et on a passé une journée à travailler ici, dans une salle à Garnier. Ah, c'était merveilleux de travailler là. On a très bien travaillé.
Et c'est ce que je disais, le lieu joue, et c'est quand même, ce lieu est magique. La première fois que j'ai mis en scène ici à Garnier, on est quand même, on se sent quand même très 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 privilégié. Et la création, c'est aussi concret, c'est-à-dire c'est du travail quotidien, tous les jours, c'est des heures qu'on passe, et on les passe là. C'est quand même extraordinaire. Je suis d'accord avec vous, c'est merveilleux. Mais c'est ce qu'on appelle le génie du lieu, je crois. Hein. C'est-à-dire que ici, nous, on a un regard 150 ans sur cette salle, et je crois que dans le public, on a tous un lien affectif avec cette salle. Bon, donc moi, en tant que musicologue, je vais souvent à la bibliothèque de l'Opéra, et quand je passe ici, je ne peux pas m'empêcher de me dire que Maria Callas a chanté là. Et que, voilà, il y a que Saint-François, je reviens à cet opéra, a été créé ici. Enfin, effectivement, c'est un lieu chargé d'histoire qui est extraordinaire. Et dans toute l'histoire des salles lyriques, effectivement, chaque salle a son histoire, et celle du Palais Garnier est énormément chargée. On a parlé aussi des ballets russes, mais on n'a pas parlé d'Ida Rubinstein. Également, le boléro créé ici, on ne peut pas s'empêcher de penser ça également. Hein. C'est vraiment un lieu chargé d'histoire. Chargé d'histoire, mais aussi une activité quasiment ininterrompue de 150 ans. Il y a très peu de théâtres aujourd'hui qui n'ont pas souffert de destruction, d'incendies et d'autres. Et cette activité ininterrompue, ça crée aussi cette dynamique très, très soutenue, très forte. J'aurais une question pour Alexander, pour revenir à ce que vous nous disiez sur le fait que le Palais Garnier permettait peut-être une certaine audace dans votre travail de programmation. Jusqu'où peut-on aller justement dans cette audace créative? Jusqu'où peut-on programmer des formes nouvelles ou chercher à inventer de nouvelles formes au sein du Palais Garnier? Est-ce que c'est un lieu que vous verriez à l'avenir nous permettre de renouveler en profondeur le genre? À la fin, c'est une histoire qui doit toujours continuer. Hein. Ce n'est pas nous qui allons donner les réponses, mais plutôt les artistes présents ici, parce que c'est eux qui poussent les limites. Nous, on est facilitateurs, on essaie de les comprendre, de leur donner les moyens, pas seulement financiers, pour réaliser une ambition, mais quand vous regardez l'histoire juste du genre lyrique, il y a toujours eu des compositeurs qui ont poussé les limites de la voix, ou de l'orchestre, ou des deux. Et c'est une histoire qui continue, pas de façon linéaire, mais c'est ça qui m'intéresse dans le genre lyrique. Qu'on casse les codes pour en recréer d'autres. C'est un peu le phénix qui renaît des cendres en permanence. Et c'est ça qui est magnifique. Et on ne connaît pas le futur de cette histoire, mais je suis sûr qu'elle va continuer parce que la fascination d'une voix qui remplit l'espace de cette salle, je ne vois pas que ça s'arrête. Et tout ce qui entoure cette fascination. Et Mariam, je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure, mais je voulais vous demander par rapport à votre expérience entre Garnier et Bastille, est-ce que vous auriez des éléments concrets à partager avec nous sur les particularités, la singularité de la mise en scène sur ce plateau dont Martine expliquait aussi la magie? Oui, pour mon domaine, mais je parle plutôt au nom des scénographes. Les différences sont avant tout techniques, c'est-à-dire qu'il y a quand même des possibilités techniques à Bastille qui sont proches de l'infini. La scène de Garnier est plus contraignante, d'abord parce que c'est un théâtre à l'italienne, c'est-à-dire que par exemple créer un décor à Garnier où tout le monde voit, c'est pas difficile, c'est impossible. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment que tout le monde voit tout à Garnier, il faut... Si ça, c'est la scène de Garnier, vous devez tout jouer là. Parce que sinon, vous aurez toujours des gens placés là qui ne verront pas. Enfin, voilà. Ce qu'on appelle les lignes de vue. Hein.
à Garnier sont évidemment très défavorables. Donc c'est très compliqué en termes de conception parce que le champ visuel étant très restreint, ça limite énormément les possibilités de décor. Alors bon, voilà, on s'en débrouille comme on peut, il faut y penser quand on met en scène ça, mais c'est pas facile. Évidemment, à Bastille, les lignes de vue sont quasiment parfaites. Et puis, on a des possibilités techniques, un plateau qui a été construit ou pensé pour un type de mise en scène qu'on fait aujourd'hui. La salle de Garnier, pas tout à fait pensée, comme beaucoup de théâtrales italiennes, pour un spectacle qui se situerait uniquement sur scène. Alors, à Garnier, le spectacle se situe aussi dans la salle, et puis, comme on le sait, socialement à l'époque, le spectacle se situait aussi dans la salle. C'est la différence la plus technique que je pourrais citer. C'est la différence majeure. Mais encore une fois, c'est largement compensé par le génie du lieu. C'est-à-dire que je ne dirais pas pour autant que je préfère travailler à Bastille. Bastille, c'est autre chose. Hein. Quand on arrive à Bastille la première fois comme metteuse en scène, on a l'impression d'entrer dans un vaisseau spatial. Enfin, c'est quand même, on est dans la salle. Surtout, le public est habitué à être dans le public. Mais quand on est seul, ou quasiment seul dans la salle de Bastille, on se sent très, 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 très seul et perdu dans un univers immense. Garnier, c'est très, très grand aussi. C'est une salle immense. Mais quand on est assis comme metteuse en scène au parterre à Garnier, qu'on regarde le plateau, on se sent moins seul. On est beaucoup plus enveloppé. C'est beaucoup plus une sorte de cocon. C'est très différent. Alors, il nous reste peu de temps. Peut-être, avant de conclure, une question pour Luca et Mariam concernant vos expériences de spectateurs de création. Y aurait-il une création en particulier qui vous aurait influencé, donc musicalement ou d'un point de vue de la mise en scène dans cet écrin de Garnier? Moi, je dirais une création. Vous vouliez dire d'une œuvre contemporaine? Non, pas une en particulier. La première fois que j'étais à l'opéra, c'était à l'Opéra Garnier. J'avais 4 ans, me dit-on. C'était pas une création, mais c'était Édipe Roi. Oedipus Rex de Stravinsky, apparemment. Il paraît que ça a fait grand effet sur moi à l'époque. Mais non, pas une création en particulier. Je pense que on est marqué par tout ce qu'on voit de manière générale. Moi, je viens de la Scala, donc j'ai tout mon poids sous mes épaules de mon côté. Donc, il y a des similitudes, évidemment. Et en tant que créateur, on a quand même toujours... vous avez touché, peut-être pas intentionnellement, mais un problème assez important, c'est-à-dire de penser à un spectacle qui n'a pas des contraintes, de limites au niveau... oui, par exemple, des points de vue. Donc, je ne veux pas dire virtuel parce que ce n'est pas virtuel, mais la communauté qu'on va établir dans un théâtre, c'est toujours vivant. Et parfois, ça, c'est pas souligné suffisamment. Donc, c'est pas virtuel, c'est pas la télé, c'est pas Internet, mais les gens sont là physiquement. Donc, la présence, c'est très important. Et on a tendance à oublier tout ça. Donc, la possibilité de créer des espaces alternatifs au théâtre d'opéra, c'est quelque chose qu'on pense toujours, parce qu'il y a évidemment la souplesse. C'est quelque chose qui manque si on conçoit un opéra aujourd'hui. Et donc, les mêmes problèmes que je vois à la Scala, je les vois ici. Mais de l'autre côté, comme on a déjà dit, il y a tout un côté de fascination il faudrait reconstruire dans un lieu plus nouveau. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler ici, pas parce que je n'aime pas la Bastille, j'ai eu des productions à la Bastille extraordinaires. Mais oui,
on a plutôt la tendance à utiliser l'électronique, par exemple, qui peut créer des espaces qui ne sont pas physiques parfois, même si on est là physiquement. On ouvre un débat immense. Et je ne parle pas de virtualité, je parle quand même qu'est-ce qu'on peut faire dans un lieu pour changer ses coordonnées espace-temps. Le temps, espace, déjà, c'est présent dans la composition, évidemment. Donc, le temps, c'est une espèce de caoutchouc dans la composition musicale. Ça, c'est une des grandes virtuosités de la composition musicale, c'est de gérer le temps. Et l'espace est étroitement connecté. Voilà, donc, oui. Personnellement, je préfère Garnier à la Scala. Eh bien, merci à vous tous d'avoir été présents et d'avoir partagé donc votre savoir et vos considérations sur ce lieu que nous aimons en effet tous énormément et auquel nous sommes très attachés. Merci également au public d'avoir été présent et attentif durant cette heure. Merci à tous.